Oui, justement, parce que régulièrement, le football mondial est éclaboussé par une affaire de trichage. Alors pendant notre trêve à nous, vous avez forcément eu vent de l'incroyable et médiatique exemple en Europe que fut, l'affaire et qui est toujours l'affaire Youssoufa Moukoko, pardon, en décembre dernier, avec cette histoire, hein, de triche, fausse identité, et donc liée à une triche à l'âge avec, plusieurs complicités. Notamment, qu'elles soient des agents, qu'elles soient des clubs. Bref, on va pas aller sur l'affaire Moukoko puisque ça n'est pas dans le cadre de Lucarno Posé et très souvent, ce genre d'affaires, ça permet surtout, à certains de pointer un seul continent en particulier. Vous voyez lequel je veux dire, puisque à chaque fois on pointe du doigt, l'Afrique, heu voilà, tout simplement parce que s'il n'y aurait que là qu'on triche à l'âge, eh bien sachez que l'Afrique n'a clairement pas l'exclusivité de ce type de scandale et on va justement en parler dans le cadre de l'Amérique latine et vous allez voir qu'on va pouvoir faire des liens et peut-être se poser, une seule question et en fait la réponse est limite dans la question: «À qui profite le crime?» et vous allez voir qu'en Amérique latine, on a déjà pas mal d'affaires. Je ne vais pas toutes vous les donner parce que je peux vous assurer qu'il y en a un paquet. Mais il y en a certaines où parfois, les limites sont largement repoussées. Alors en Amérique latine, je le disais, les scandales sont assez nombreux. Ils ne datent pas d'aujourd'hui, très clairement, et on va l'illustrer avec quelques exemples extrêmement célèbres pour ceux qui suivent le football latino-américain. Si vous ne le suivez pas, vous allez voir entendre des choses, vous allez peut-être halluciner sur certains trucs, mais bon, on va commencer par le premier qui est l'un des plus gros scandales de l'histoire du football mexicain, qui s'appelle le scandale des Cachirures. On est à l'époque en 1988. C'est un scandale qui a été déclenché en avril 1988 par un journaliste de ce qu'est aujourd'hui TV Azteca, Antonio Moreno, qui avait découvert que il y avait un truc pas très clair, il y avait un souci avec l'âge de plusieurs joueurs qui représentaient la sélection nationale U20 qui devait se rendre au championnat de la CONCACAF de sa catégorie. Il y avait des trucs qui allaient pas du tout. Il s'attaque donc, il trouve ce qui va pas, il sent qu'il y a les gars ont pas l'âge qu'ils sont censés avoir. La fédé commence par nier, forcément, mais le scandale est tel et les enquêtes se poursuivent, finissent par démontrer que, ce cher Antonio Moreno avait raison et ce scandale finit donc par confirmer sur, la notion de triche à l'âge. Il y a véritablement eu triche sur la sélection nationale U20. La fédération savait, tout le monde savait, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le Mexique, si un jour vous tombez sur un quiz et que on vous demande si le Mexique était à la Coupe du Monde 90, eh bien non, il n'était pas à la Coupe du Monde 90. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce scandale-là, de ce scandale des Cachirures, la FIFA a exclu non seulement les U20 de la participation, au championnat de la CONCACAF de 88, mais a exclu le Mexique de l'ensemble des compétitions internationales pendant 2 ans, ce qui fait que donc le Mexique n'a pas pu aller à Italie 90. Ça a donné lieu, hein, à quelque chose, à une belle histoire aussi, qui est celle du Costa Rica, qui s'est donc qualifié, puisqu'à l'époque les places de la CONCACAF étaient quand même très réduites, à deux, je crois, de mémoire. Et en tout cas, alors, ce qui est certain, c'est que ça a profité au Costa Rica, qui a participé à sa première Coupe du Monde et qui a été l'une des belles surprises de cette Coupe du Monde 1990. Alors vous voyez, je dis, ça date pas d'aujourd'hui, on est en 88. Un autre exemple, on va avancer de presque 10 ans avec ce joueur brésilien là sous le maillot de l'Inter, oui, parce qu'il a joué à l'Inter, ce garçon. Il s'appelle, enfin, au début de sa carrière, il s'appelle Heriberto Silva de Conceição. Au milieu des années 90, il émerge dans le palmarès de Luis Felipe Scolari, qui lui fait prendre sa place, hein. Il marque 5 buts dans le championnat brésilien en 97 et il va continuer sa carrière en Italie. Il arrive du côté de Bologne, il va jouer notamment aussi du côté du Chievo et donc il se fait vraiment un nom, notamment au côté du Chievo puisqu'il aide l'équipe à monter en Serie A. Et c'est là, en 2000, qu'il révèle sa véritable identité. Il ne s'appelle pas Heriberto Silva de Conceição, il s'appelle Luciano Siqueira de Oliveira. Et la différence, c'est que, bon, premièrement,
il a usurpé une identité, et 2, il est né en décembre 1975 et pas en janvier 1979. Il s'est donc rajeuni de 4 ans. Il est suspendu pendant 6 mois, sa peine va être ramenée à 4, et il va ensuite tranquillement poursuivre sa carrière, notamment du côté du Chievo, avec qui il va jouer un match de préliminaire de Ligue des Champions en 2006. Donc voilà, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et alors, d'un autre côté, vous allez pouvoir me dire, oui, mais d'accord, c'est quelques exemples, je ne vais pas tous vous les lister, mais c'est des exemples, et c'est quelques exemples, et puis tu vas nous chercher des trucs, les Cachiroules 88, Heriberto 2000, bon, ça a 25 ans minimum, c'est bon, c'est passé, oui, mais non. Ça continue. Vous vous souvenez forcément de l'affaire Byron Castillo, on est en 2022 en Équateur, qui a bien failli d'ailleurs coûter la Coupe du Monde 2022 en Équateur. Je pense que si le scandale avait émergé beaucoup plus tôt, l'Équateur aurait été sanctionné plus durement, il n'aurait pas été à la Coupe du Monde à cause de Byron Castillo. Byron Castillo avait un faux acte de naissance, il n'était tout simplement pas équatorien, mais colombien, et en plus c'était rajeuni de 3 ans à l'époque. C'est 2022. On peut citer d'autres cas aussi. Rinson Lopez en 2017, pareil, déclaré équatorien alors qu'il est colombien. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Jonathan Gonzalez, qui est passé par Independiente del Valle et par le Mexique, qui s'est vu rajeuni d'1 an par son premier club, qui s'appelle Norte América. C'est un club qui est quand même impliqué 2 ans plus tard dans d'autres affaires. Une affaire avec un autre joueur qui s'appelle Matteo Tello, donc on est en début de 2020. Il était devenu international U17 sous le prénom de Fabiano, alors qu'il avait 19 ans. Voilà, international U17 à 19 ans avec une fausse identité. Ces exemples, je dis, continuent de sortir très régulièrement en Amérique du Sud. L'été dernier, Alexander Bolaños, un joueur d'Independiente del Valle, a aussi été accusé d'avoir falsifié son acte de naissance, s'appelant en fait Janser Romario Bolaños. Casiera, et non donc Alexander David Bolaños Casiera. C'est une affaire à la Byron Castillo, même si dans ce cas, lui, pour le coup, il s'est rajeuni de 6 ans. Voilà, il n'a pas fait semblant. Et encore plus récemment, on en parlait au tout début de l'émission avec Aurora, il y a quelques jours seulement, ce joueur, Gabriel Montagno, joueur d'Aurora, qui a connu quelques sélections avec la Bolivie U20, a été visé par notamment les services d'identification des personnes en Bolivie, qui tout simplement n'a pas trouvé de casier à son nom. En fait, n'a pas trouvé la personne, Gabriel Montagno. Ça a commencé à mener une enquête, ça a beaucoup parlé dans la presse, et surtout, parce que du coup, il y avait une hypothèse, une supposition d'usurpation d'identité, surtout qu'en plus, il n'y avait aucune trace de Gabriel Montagno dans le système scolaire bolivien. Alors en fait, le garçon n'existait tout simplement pas. Et en fait, il y a quelques jours seulement, quelques journalistes boliviens, ils aiment toujours leaker des informations. Souvenez-vous du tournoi Révélo où ils avaient leaké carrément la lettre d'invitation de la Bolivie qui dévoilait l'ensemble des participants au tournoi Révélo. Je rappelle que la Bolivie derrière n'a pas été au tournoi Révélo, elle a déclaré forfait au dernier moment. Bon bref, ça c'est un autre détail. Ils aiment bien leaker des documents. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont publié le compte-rendu de sa déclaration faite au conseil de discipline qui a été menée la semaine dernière. Et en gros, le joueur reconnaît avoir menti depuis les U13, tout simplement. En fait, il s'appelle Diego, il a 5 à 6 ans de plus. Voilà. L'affaire court encore. On est toujours en instruction. Je vous parle de quelque chose qui date tout simplement de la semaine dernière, donc c'est extrêmement récent. Mais vous voyez que ces processus d'usurpation d'identité existent, perdurent, malheureusement. C'est vrai, toujours un petit peu dans les mêmes contextes, dans les mêmes pays. On en parlera dans un instant. Ça me rappelle le cas de Nathan Douala. Après, tu as des cas partout, en Afrique aussi, tu en as forcément, mais là c'était pour dire vraiment qu'il y en a ailleurs. D'ailleurs, pour dire à quel point il y en a ailleurs, je peux vous le montrer directement. Vous connaissez peut-être ce garçon-là. Non, ça ne vous parlera peut-être pas. Il s'appelle Gourav Mukhi, il est indien. Il a été un temps seulement, le plus jeune buteur de l'histoire de l'ISL, puisqu'il avait marqué de l'Indian Soccer League, puisqu'il avait marqué alors qu'il avait prétendument 16 ans. Voilà, ce garçon en photo a 16 ans. Et en fait, il s'est avéré qu'il en a 21. Voilà, tout simplement. U13, à cet âge-là, 6 ans, ça se voit quand même. C'est exactement les réactions qui sont en train
de sortir, hein, après la publication notamment de cet extrait de la commission de discipline où le joueur explique qu'il ment depuis qu'il a 13 ans, enfin depuis les U13 pour intégrer les U13. Et il est clair qu'un garçon de 12 ans, parce qu'U13 tu as 12 ans, qui en a 17 ou 18, voilà. Bon, pas dire, mais normalement, ça se voit un petit peu. Après, mais bon. Donc, ça veut sous-entendre qu'il y a des complicités. J'ai oublié de te saluer le retour. Apula Edel était au Mexique. Pas que je sache, Red. Il a fini comment ce Moreno? Le journaliste? J'en ai aucune idée. C'est une très bonne question. Le retour, j'en ai aucune idée. Bref, tout ça pour dire que il y a des cas, il y en a beaucoup. Et il y en a parfois qui sont un tout petit peu plus glauques. Vous connaissez peut-être cette affaire avec ce joueur-là de la LDU, ce joueur qui s'appelle Andrel Tcheme, en fait, normalement. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il s'appelle comme cela. Il a été latéral, hein, notamment du côté de la LDU. Il a gagné la Sudamericana 2010 avec la LDU. Sauf qu'à l'époque, il ne s'appelle pas Andrel Tcheme, il s'appelle Gonzalo Chila. Le problème, c'est que Gonzalo Chila, c'est un pasteur évangélique de 3 ans plus jeune qu'Andrel Tcheme. Et donc, Andrel Tcheme, alors c'est là où l'affaire devient un petit peu glauque et un petit peu compliquée. Andrel Tcheme lui aurait juste voler son identité. Il y a des témoignages qui expliquent qu'en fait, en Équateur, il suffit de corrompre un mec placé dans un bureau et on a le passeport de quelqu'un d'autre. Bon, bref, en tout cas, à ce moment-là, c'est pas si vieux, hein, ça a 15 ans, cette histoire. Bref, il a joué une bonne partie de son début de carrière plutôt, sous le nom de Gonzalo Chila. L'affaire, elle a viré carrément au très très glauque quand un journaliste qui s'appelle Guido Manolo Campagna, qui a révélé l'affaire, il avait déjà révélé d'autres cas de triche à l'âge. Il est allé jusqu'à la province d'Esmeraldas, parce qu'il est originaire de la province d'Esmeraldas, c'est dans le nord du pays, hein, aux portes de la Colombie. Et lorsqu'il est revenu avec les éléments, il a été intercepté sur la route et il a été arrêté, séquestré et torturé pendant 7 heures avec des menaces de mort. Il dit lui-même qu'il sait que ça vient de Andrel Tcheme, c'est pas très clair cette histoire, mais le fait est que le joueur a quand même fini par passer aux aveux. Il a été suspendu 2 ans, finalement il n'a purgé une peine que d'1 an. Continuez à vous poser les questions, hein, qui sont sous-jacentes à tout cela. 10 ans plus tard, en pleine pandémie, il avait été interrogé par un média et il explique que la LDU savait qu'il avait triché sur son âge parce que forcément ils avaient un petit souci avec certains papiers, notamment pour aller jouer la Recopa, la coupe, pas la Recopa Sudamericana, la Copa, la Suruga Bank. Quand tu gagnes la Sudamericana, tu affrontes le vainqueur de la Coupe de l'Empereur au Japon, donc ils avaient un petit souci avec ça. Il a été interrogé à la télé, donc il explique que la LDU savait, qu'elle a caché l'affaire, et notamment elle a caché l'affaire parce que, selon lui, le vrai Gonzalo Chila, lui, était venu demander de l'argent auprès du club en vue d'un futur transfert du gars. Lui, pendant ce temps-là, a dit qu'il a été menacé. Enfin, c'est très compliqué l'histoire, c'est très glauque, difficile de déceler le vrai du faux, mais vous voyez que ça peut aller très très loin dans ces choses-là, qu'il y a toujours tout un réseau de complicité, mais c'est clairement le cas le plus connu, hein, de l'histoire récente du football équatorien, qui est souvent touché par ces affaires-là. Petite anecdote pour terminer sur Andrel Tcheme, c'est quand même assez succulent. Aujourd'hui, Andrel Tcheme a arrêté le foot, hein, forcément, il a plus de 40 ans. Et il s'occupe aujourd'hui d'enfants dans une école de foot pour former l'avenir de l'Équateur. Voilà, je vous laisse là-dessus sur cette anecdote. Autre anecdote rigolote, quand Andrel Tcheme a fait ses déclarations en 2020 pour rappeler toute l'histoire, toute l'affaire, Estudiantes s'est dit, tiens, on peut peut-être essayer de récupérer, de porter réclamation pour récupérer la Sudamericana 2010. Voilà. Bref. Dernier exemple glauque. J'avais dit qu'on irait jusque dans le glauque. On va revenir en Bolivie avec le cas d'un joueur qui s'appelait Luis Alberto Panozzo, qui était trop vieux pour participer à un tournoi amateur, hein, le tournoi de l'association de football de Cochabamba. Donc voilà, un petit tournoi. Eh bien, il s'est pas embêté, il a juste pris l'identité de son jeune frère Nelson, plus jeune de 4 ans. Nelson était mort à l'âge de 11 ans. Donc voilà, vous voyez que ce système touche absolument tous les niveaux. Partout en Amérique latine, on a des exemples dans beaucoup et dans de très nombreux pays.
arrive toujours sur le même type de population, c'est-à-dire forcément, on s'attaque à des populations les plus précaires, hein, qui peuvent voir un moyen de sortir de la pauvreté via le football. Et donc, toujours cette question à qui profite le crime. Ben, en fait, hein, vous le voyez, hein, ce crime profite à absolument tout le monde. Les joueurs voient donc, je le disais, un moyen de faire une carrière et éventuellement de sortir leur famille de la misère, en tout cas sortir de leurs conditions. C'est par exemple, je parlais tout à l'heure de Heriberto, hein, qui s'appelle Luciano, du coup, lui avait clairement expliqué cela. C'est aussi, ça fait aussi les affaires de tous les agents et les intermédiaires, hein, qui font forcément des plus-values là-dessus, et aussi et surtout parce qu'il y a des cas quand même où les agents et les intermédiaires sont responsables de ces fraudes, hein. Il y a des conseillers. Je sais que par exemple, c'est le gars de Montagno, hein, qui explique qu'on l'a conseillé de faire cela. Bref, et bien évidemment, ça fait les affaires des clubs qui sont parfois victimes, mais parfois complices de tout ce système-là. Il n'y a pas des trucs pour vérifier les trichalages, genre par exemple une enquête administrative ou des tests osseux. Le problème, c'est que là, on n'est même pas dans la notion de test osseux, c'est-à-dire que les joueurs ont des papiers valides, si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai presque envie de te dire, dans tous les exemples que je viens de donner là, ces exemples sont assez analogues à ce qui se passe pour Youssoupha Moukoko, qui du coup n'est pas le fils de ses parents, enfin en tout cas le fils biologique de ses deux parents, et c'est très compliqué. Mais il a des papiers, il a des papiers à son nom-là, et tous les joueurs dont je viens de parler ont des papiers, très clairement. Même Gabriel Montagno, qui n'apparaît dans aucun système. Tu vois, le système éducatif, il n'a pas de dossier scolaire à son nom, ce garçon. Il s'appelle Diego, en fait. Mais voilà, donc c'est très compliqué de lutter là-dessus. Il y a peut-être un moyen, parce que forcément, la question qui se pose derrière tout cela, c'est bah, quelle solution? Comment on peut empêcher ça? En tout cas, le freiner, on ne pourra jamais l'empêcher. Mais comment le freiner? Bah, peut-être déjà en interdisant les contrats ou les pré-contrats sur les enfants, sur les joueurs mineurs. Peut-être plafonner ces histoires-là, empêcher justement ces transferts-là. On parle de région du monde. J'ai beaucoup parlé d'Équateur, hein, là, un instant. Les derniers transferts équatoriens, la bise à Chelsea, se font avec des enfants mineurs. Donc voilà. Et donc, plutôt que de s'amuser à pointer un continent, il faudrait donc vraiment voir qu'il y a un souci à l'échelle mondiale, hein. J'ai donné des exemples en Afrique du Sud, il y a quelques exemples en Asie. J'ai donné l'exemple de Gourav Mouki, qui donc avait prétendument 16 ans. Et donc, il faut mettre tout simplement en question ce système de spéculation sur les plus jeunes, qui est peut-être là le principal fléau, parce que tout le monde peut en profiter, tout le monde peut y gagner. Un joueur, je ne dis pas que Kendry Paes triche sur son âge, mais imaginez un joueur du profil Kendry Paes, vendu très très cher par Independiente del Valle, il l'est vendu encore plus cher parce qu'il signe un pré-contrat à 16 ans. Un joueur extrêmement fort, Alexander Bolaños d'Independiente del Valle, qui triche sur son âge, va avoir une valeur marchande plus élevée en étant plus jeune, tout simplement. Alors, en Europe aussi, il y a un ancien joueur du LOSC soupçonné d'avoir fait jouer son frère jumeau à sa place au Dynamo Bucarest. Ouais, mais bon, je pense que les exemples, on va en trouver vraiment partout. Il faut peut-être commencer par lutter sur les transferts de mineurs. On en parle régulièrement, j'avais fait tout un dossier là-dessus, notamment en Amérique du Sud, j'en avais déjà parlé. Mais bon, on va pas se voiler la face, ce système n'est pas prêt de disparaître, tout le monde est complice, et j'ai presque envie de dire qu'on est presque complice involontaire. Je sais pas si ce terme c'est un peu bizarre, hein, ça fait un peu oxymore, complice involontaire, en passant notre temps à s'enthousiasmer sur des gamins de 16 ans en disant c'est le futur crack, c'est le futur crack, c'est le futur crack. Attention à ces dérives-là, mais c'est vrai que pour l'instant, on a la sensation que absolument personne n'a envie de s'attaquer à ce souci-là, parce que bah, finalement, ça arrange tout le monde. Tout simplement, tout le monde a vraiment beaucoup à y gagner. Est-ce que le phénomène se multiplie? C'est difficile à dire. On n'a pas les chiffres parce que forcément les affaires elles arrivent au compte-gouttes. Voilà, c'est très malsain, on est d'accord, c'est extrêmement malsain. Et puis c'est comme d'habitude, comme ça joue sur la misère pour sortir des gens de situations précaires, ben, il y a forcément des dérives très très difficiles de sortir de ce système-là. Mais voilà, il existe, il est présent, il est très présent, notamment en Amérique du Sud, en Amérique latine, hein, puisque voilà. Merci à Samaritan0101 pour le follow. Et donc, voilà.
tout simplement, il va falloir, trouver une solution. Je ne suis pas convaincu que beaucoup de monde ait envie de trouver une solution. Je vous renvoie vers le dossier sur, ce que j'avais appelé le trafic de mineurs. C'est pareil, ça n'arrangerait personne que l'on, mette fin à ces pré-contrats et ces transferts-là, mais ça serait peut-être un moyen de lutter contre, les triches à l'âge.